From the silver screen crowd, action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best Salut. around. Salut les amis, de retour pour un petit Popcorn Bucket, numéro 8 je crois. Déjà Ouais, déjà, c'est chaud. Je rappelle le concept, claqué au sol, nous regardons, Morgane et moi, 3 trucs pendant la semaine, et on vous en parle pour savoir si ça vaut le coup, s'il faut y aller, si c'est au cinéma, si c'est... Voilà, Morgane est très spécialisée dans les trucs à venir, à viendre, et moi souvent je vous fais des trucs que j'ai vus au cinéma. Alors cette semaine, petit disclaimer, il n'y avait pas grand-chose au cinéma. On enregistre actuellement vendredi. Il est 15h46. Je pense que vous l'aurez ce soir la vidéo. Et j'aurais pu aller voir 2 films au cinéma cette semaine, sauf que un des 2 aura été Super Mario Galaxy. Et je vais attendre peut-être d'aller le voir avec mes enfants ce week-end. Donc j'en ai été voir qu'un. Et je commence tout de suite. Personnellement, si ça te dérange pas, Taberna Caribou. Petite dédicace au retour de Slim. Avec l'énorme rigolade de tous les gens qui ont dit le 1er avril que son concert en fait était annulé. C'est tellement drôle. Je me suis tellement marré. Et donc, je commence avec The Drama. The Drama, film réalisé par Christopher Borgli et avec surtout Robert Pattinson, dont tu le sais est un comédien que je suis particulièrement pour la qualité de ses choix. C'est un très très bon comédien. C'est un excellent comédien, il fait des choix complètement dingues. Regardez Lighthouse Dagger, The Batman forcément, enfin bref. 1 milliard de trucs. Et Zendaya, puisque j'ai appris la semaine dernière qu'on ne disait pas normalement Zendaya, on dit Zendaya, peu importe, on s'en fout. Un film qui est pas si long que ça, puisque dans mon souvenir, là je le retrouve pas, mais ça dure 1h45. Enfin voilà, c'est pas une purge. Et alors film extrêmement intéressant, donc j'ai commencé à parler en short en disant que effectivement, il y a première chose, Zendaya et Robert Pattinson sont, comme à leur habitude, incroyables. Parfait, ils proposent 1 milliard de trucs. C'est ultra fin, c'est ultra... Enfin, vraiment, c'est de la qualité, c'est du Vuitton, quoi. Tu vois, C'est très très bons acteurs, tous les deux. Et ensuite, il y a la mise en scène. Et là, je vais pas parler ni de Reg le Gorilla, ni de mon ami Thomas de chez Culture Geek, mais d'une autre chaîne que je suis beaucoup, et que tu suis aussi, qui s'appelle Intercut. Ouais. Et qui, en fait, a eu exactement le discours auquel je pourrais adhérer, mais en disant que c'était génial. Voilà. Moi, je pense que le film n'est pas complètement terminé. C'est-à-dire que effectivement, le réal choisit en mise en scène de te mettre dans le mal, dans le malaise. C'est-à-dire que rien ne va. C'est-à-dire le couple en lui-même ne va pas. Zendaya et Robert Pattinson. La situation, enfin, rien ne va. Et ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence, moi j'avais commencé à parler d'Offset, mais en fait il y a un espèce de petit glitch dans tout. C'est-à-dire que Pattinson, même dans ce qu'on appelle en cinéma ou en télévision le HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire, il est face à Zendaya, qui est très très jolie, il pourrait être beaucoup plus beau là, et c'est fait exprès. Tout ça te met mal à l'aise en permanence pour t'amener à donc un turning point du scénario qui est massif. Et alors ce qui va pas aussi, c'est que pareil, donc ça commence comme une rom-com traditionnelle, c'est-à-dire que, et sans vous spoiler, le garçon est en train, face à son meilleur ami, de lire les vœux qu'il a écrits pour son mariage, et c'est la porte d'entrée à plein de flashbacks sur la naissance de leur relation. Là, t'es en plein rom-com, quoi. C'est super. Tu sens qu'ils s'adorent, qu'ils se sont trouvés. Et puis donc, il y a... Et en parallèle, ce qui est très drôle, c'est que tu sens un couple très, libéré des conventions, d'une certaine manière, et qui passe par toutes les étapes du mariage américain. C'est-à-dire que dans les mariages américains, quand t'as de la thune, et comme ils vivent à New York, c'est pas les plus malheureux du monde, t'as un coach pour la danse, tu passes par, effectivement, un traiteur, etc., etc., et donc tu vois tout ça, et il y a cette fameuse soirée où, moi, ce que j'ai vécu d'ailleurs, tu testes avec ou tes parents, ou tes témoins, ou je sais pas quoi,
la bouffe un peu qui va être servie au mariage et les Et alcools, les etc., vins. etc., les vins, machin. Et puis, à cette occasion-là, ils font un petit jeu qui est, et ça, pareil, là, vraiment, je veux pas vous spoiler le film parce qu'il faut pas le spoiler, mais là, je vous spoile pas. Ils font un petit jeu entre potes, ils sont tous les quatre, et ils se disent à un moment donné, un peu éméchés, parce qu'ils viennent de tester les vins, etc. Quel est le pire truc que t'aies fait dans ta vie? Et chacun répond. Et là, donc, le film bascule, et il prend... Alors, c'est pas qu'il prend le parti pris, mais tu vois beaucoup les choses à travers Robert Pattinson, et c'est là où je dis que moi, le film, il est un peu frileux. C'est-à-dire que il parle de quelque chose qui est... Alors, en tant que Français, c'est peut-être dur à comprendre parce que c'est éminemment politique. C'est un événement pour les Américains, nous, on connaît pas trop ce genre de truc. Donc... Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que donc le problème, c'est Zendaya, et en fait, elle raconte quelque chose qu'elle avait l'intention de faire quand elle était plus jeune, mais elle ne l'a jamais fait. D'accord. Elle n'a pas concrétisé son Elle n'est intention. pas passée à l'acte. Elle a juste eu cette idée. Elle a été un petit peu quand même... elle n'a pas eu que l'idée, elle a commencé à vouloir la mettre en œuvre, pour faire simple, mais à la fin de la foire, il s'est rien passé. Et donc, il y a déjà pour moi, quand on est un public européen, un petit offset par rapport à l'éventuel drama que ça peut causer. Et ensuite, il se met beaucoup dans la tête, en fait. T'es un peu dans la tête de Robert Pattinson. Mhm. Et là, en fait, c'est là où je trouve qu'il est un petit peu frileux, c'est-à-dire que il stylise quelque chose, c'est-à-dire que tu sais, des images mentales, tu vois. Donc souvent, comme c'est des images mentales, ça n'existe pas, c'est très Tout à stylisé, fait. ça peut faire hyper flipper, la lumière et souvent décroche beaucoup du ton lumineux du film en lui-même. Ça. Et là, bah, il fait pas ça. Et finalement, tu tournes en rond dans la tête de Robert Pattinson. Alors, c'est peut-être la volonté du réal, sauf que moi, j'ai tourné en rond dans ma salle de cinéma. J'ai commencé, comme je le dis dans le short, à regarder ma montre, ce qui est disqualificatif. C'est-à-dire, moi, quand je suis au cinéma, je suis plongé dans la toile. C'est que je commence à regarder, surtout sur un film d'1h45. C'est que, donc voilà, donc je le recommande pas pour aller au cinéma. Maintenant, ça reste un film qui est, au niveau de la réelle, de la mise en scène, super intéressant. Je vois très bien ce qu'il a voulu faire. Et d'ailleurs, allez voir la vidéo sur la chaîne Intercut de The Drama, parce qu'il l'explique très, 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 très bien. Il est beaucoup, beaucoup plus cinéphile que moi, le garçon. Et donc, il l'explique très, très bien. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais... Et d'ailleurs, il n'y a pas... Personne n'a raison ou tort. Ça, c'est comme toutes les œuvres, c'est les goûts et les couleurs. Moi, effectivement, j'aurais fait un switch plus marqué, qui allait un peu plus loin. Et surtout, il ne dénoue pas le film. Il y a une dernière scène qui te semble dénouer le film. Mais en fait, non. Bah, en fait, il le dénoue un peu, mais il explique rien. Ouais, il tire pas sur le fil, quoi. Non. Et ça, je trouve ça pareil. Je trouve qu'il m'a un peu planté. Et puis en plus, je vois comment, enfin, sur la dernière scène, qui est pas très très longue, mais quand même, enfin, voilà, qui va au bout, tu vois très bien comment ça va finir en fait. Et par rapport à tout le déroulé du film, et donc du mariage, parce qu'on parle de mariage dans ce film, ça peut pas se finir comme ça en fait. Ah, moi, je vous le dis, ça peut pas se finir comme ça. Mais ça, c'est que mon avis perso. Voilà. The Drama, Christopher Borgli pardon, avec Pattinson, Zendaya. C'est en ce moment en salle. Et de toute façon, si vous n'avez pas une appétence particulière pour Mario, c'est le seul film à aller voir. En ce moment. Je vous le dis. C'est à moi. Moi, j'ai vu la bande-annonce et ça m'a donné assez envie d'un nouveau film qui va sortir sur Netflix le 15 avril, La Corde au cou, Boum réalisé par Gus Van Sant. Oh là 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 là. Oui. Alors, La Corde au cou, c'est une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie, bien entendu. J'adore ça. On n'a pas été filmé ce qui s'est passé en 77, parce que donc c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver ruiné après un emprunt fait après d'un courtier et Ça me rappelle quelque chose. qui va récupérer le courtier et le prendre en otage. Ouais. Et donc cette histoire vraie-là a été suivie par les médias aux États-Unis en direct. Mm-mm. Mais c'est un truc que Vincent adore. Adore faire ce genre de choses. Dans Elephant,
Ah. Ça reprenait, pareil, une histoire vraie où on suivait un personnage lambda Un dans le mass lycée murder de lycée. de lycée de Columbine. Et donc là, ce fait divers donc, qui s'est passé en février 77 a polarisé les téléspectateurs américains parce qu'il y en avait qui étaient pour le preneur d'otages, qui se retrouvait ruiné après des manipulations frauduleuses de ce courtier. Courtier. Et puis d'autres qui disaient, bah non, mais en fait, On ne tue pas les gens. pas les gens, on ne prend tue pas en pas otage des gens, quoi. Mais on ne tue pas les gens. On ne prend pas en otage les gens. Exactement. Donc, comme on disait, ouais, donc encore une histoire vraie hein, pour Gus Van Sant. Son dernier film, lui, il était sorti en 2018, puis il a eu des petits soucis de cancel. Donc, je pense que ça a mis un petit frein. au reste. Alors, c'est toujours le même problème. Moi, je connais un petit peu ce réalisateur pour diverses raisons. Et c'est toujours, est-ce que tu sépares l'homme de l'œuvre? Quand ça sortira, si ça sort un jour, il a 1 milliard de casseroles, le garçon. Et donc, son dernier film, c'était aussi une histoire vraie. C'était l'histoire de John Callahan, un auteur de BD. Mm. Donc, encore une fois, une histoire vraie. Au casting, on retrouve quand même Bill Skarsgård, un des frères, un des mecs de la famille Skarsgård. Exactement, le clown. Le clown de Hit. Le clown de Hit. Putain. On va avoir Dacre Montgomery. Alors, ça vous dit certainement quelque chose. Surtout, les nanas, elles vont se rappeler de lui. C'est Billy, le beau gosse de Stranger Things, qui était très charismatique. C'est la machine à café, tu vas bien. Dans Stranger Things. Ouais. Et il y aura aussi Coleman Domingo. Mais c'est bien lui parce que c'est Billy, c'est pas Steve, Non, c'est Billy. c'est Billy. Mais alors c'est bien pour lui parce que lui, post Stranger Things, Ah, il a pas fait grand-chose. il est un peu en galère. Ouais. Et Alors pourtant, que par exemple Steve, Ouais. ça va beaucoup mieux. Enfin, il y en a d'autres qui Bien vont sûr. beaucoup mieux. troisième personnage du film, assez connu quand même, hein, donc Coleman Domingo, qu'on avait vu dans Fear the Walking Dead et Euphoria. Bien sûr. Très très bon acteur, voilà, et avec une musique de Danny Elfman. Donc il a réussi quand même à avoir des gros noms et grosse musique. Bah c'est Gus Van Sant, hein. Ah ouais, non mais bon, est-ce que ça va être... Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. C'est tout ce que je voulais dire. Non, moi non. Et on vous laisse réfléchir là-dessus, en revanche. Il dirige plutôt bien les comédiens aussi, hein, de Gus Van Sant. Il a une Ah, certaine c'est une emprise sur les comédiens. alors et encore une fois, moi je sépare l'homme d'éventuellement ce qu'on connaîtra de lui si un jour. C'est un énorme directeur d'acteur et c'est surtout un metteur en scène qui a des partis pris ultra puissants et dont les films laissent rarement indifférent, on va dire. Ah, Will Hunting était très très bon, par exemple. Oui, et Elephant pour moi est un Ouais, chef-d'œuvre. très 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 bon film. À mon tour? À toi. Allez, donc je vais revenir. On l'a évoqué la semaine dernière, mais je l'ai vu, je l'ai enfin regardé et je vous avoue que ça n'a pas été tous les jours facile. Moi, je n'ai pas été capable de la regarder en une nuit, comme ceux qui l'ont chroniqué quand elle est sortie. Je veux parler du Lucky Luke de Disney+, porté principalement par Alban Lenoir, mais ça, on y reviendra. Et donc toujours disponible sur la plateforme. Il faut savoir que donc cette série de comédie, hein, et je vais revenir là-dessus, et a été réalisée par, alors c'est pas marqué sur ma fiche, mais c'est un mec qui s'appelle ah merde, mais c'est un pote de Lenoir en fait. Bref, on s'en fout. Mais donc avec Thomas Mansuy, créé par Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc, avec donc Lenoir, Billy Eblin et Alice Taglioni. Je vous le dis tout de suite, je vais évacuer le sujet Taglioni parce que c'est scandaleux. Taglioni est venue là en canse-va, quoi. C'est-à-dire qu'elle est venue prendre le chèque. Et Dieu sait que c'est une actrice que j'aime bien, moi, personnellement. Elle a le regard d'une huître sans coquille, échouée en plein soleil sur une plage de Cancale en plein été, et elle ne vend rien. Alors, énormément de choses ont été dites sur cette série. Déjà, la première chose, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le côté humoristique de la série. Donc déjà, première chose, oui, c'est humoristique. La deuxième chose, c'est que c'est pas très drôle. Et que la troisième chose, il faut se rappeler que Lucky Luke est une BD humoristique
à l'instar d'Astérix, de Gaston Lagaffe, de toute cette génération. Alors, Tintin est un peu à part, mais même dans Tintin, il y a Haddock. Donc, c'est humoristique, mais comme dans Astérix, où Astérix n'est pas drôle, Ah non, il est pas drôle. c'est les gens autour qui sont drôles. Lucky Luke, c'est un peu le clown blanc de sa propre BD, où c'est les gens autour qui sont drôles. Le côté Clash Buzz avec Jolly Jumper, le côté chien totalement stupide de Rantanplan, le côté débile et surexcité des frères Dalton, en particulier Joe, parce que les frères Dalton, c'est une entité d'ailleurs. Je vous rappelle que les frères Dalton ont vraiment existé. Mais voilà, il y a Avril, débile, Joe, et puis les deux autres qui servent à rien au milieu, mais qui font les tampons entre les deux frères. Donc tout ça, bien évidemment, Maurice Goscinny, c'est de la dentelle, de l'orfèvrerie, et en plus, ça raconte quand même, parce que c'était la volonté de Maurice de baser les scénarios le plus possible Sur l'histoire de l'Ouest. sur l'histoire, la vraie histoire de l'Ouest. On retrouve, alors non seulement les Dalton, qui sont certainement les moins connus des featuring qui sont dans la BD, mais voilà, on croise Calamity Jane qui a vraiment existé, le déploiement du chemin de fer, le déploiement la des ruée vers l'or, bah, tout ça. Enfin, tout est voilà. Les Indiens. Et c'est hyper documenté, etc., etc. Revenons à la série. Là, on a vraiment une volonté, et c'est là où, comme c'est marqué en hommage, surtout le générique début, Oui. à Maurice et Goscinny, c'est là où tu te dis, ils ont validé ça forcément, les ayants droit, tu vois. Mhm. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé, quoi. C'est-à-dire que rien ne va. C'est premier épisode, déjà, donc Lucky Luke, je vous rappelle, c'est le clown blanc, c'est l'espèce de poutre sur lequel tout s'articule autour. Et où tu peux déconner, parce que t'as un socle, et donc c'est le mec qui ne panique jamais, qui effectivement, alors ça c'est un peu respecté vaguement dans la série, il ne tue jamais, il désarme, Mhm. avec son Colt et la rapidité qu'il a, il désarme ses adversaires avant qu'ils aient eu le temps de, eux, dégainer. Et il est solitaire. C'est le lonesome cowboy. C'est-à-dire que Lucky Luke, même s'il a des interactions avec plein de gens dans la BD, il finit toujours tout seul. Et il arrive tout seul. Au et il part tout taquet. seul. Il peut y avoir, alors bien sûr qu'il est sur son cheval, il y a Jolly Jumper. Au taquet, il peut y avoir Rantanplan. Mais il n'y a pas de gens. Voilà. Et là, donc, ils ont décidé de tout détruire. Oui. Pour une série française sur Netflix, portée par Alban Lenoir, que je respecte énormément, que je trouve moyen comme acteur, mais qu'humainement, moi je l'ai vu là récemment dans Click, son parcours, etc., c'est très intéressant déjà. Regardez le Click avec Alban Lenoir. Voilà, maintenant on l'a vu, il a une limite de jeu qui est vraiment... Enfin, c'est comme si tu accélères et que ta voiture elle cale à 25, quoi. C'est voilà. Physiquement, C'est pas Lucky Luke. bah non. Et sachant qu'en plus il y a une comparaison précédente, Jean Dujardin qui était beaucoup plus Lucky Luke. Lucky Luke. Et donc voilà, tout est attirant. Celle finalement qui s'en sort le mieux, c'est alors Billy Blin, Qui est très très bien. Très très bien. qui est hyper juste et tout ça. Alors je donnerai pas le rôle qu'elle joue pour les gens qui n'en ont pas du tout entendu parler, parce que pareil, c'est un spoil et c'est un truc qui n'existe pas dans Lucky Luke, c'est impossible. Comme le rôle de Taglioni, comme à peu près tous les rôles, comme il y a donc alors je vous le dis, sans spoiler, les Dalton n'existent pas, il y a que Joe qui est là, et Joe n'est pas du tout Joe Dalton. Le perso est sympa, rigolo. Oui, c'est Jérôme Niel qui interprète Joe Dalton. Et qui est bon. Qui est bon, mais c'est pas Joe. Mais c'est pas du tout Joe Dalton. Non. Et même s'ils essayent d'expliquer au début pourquoi, eh ben, ils font un turning point dans la série pour dire, voilà. Ils essayent d'expliquer tout ce qui va pas. Au début, Luke, il tire pas parce que il s'est fait mordre la main. Il est blessé. Après, Joe, il est pas énervé parce que si. À chaque fois, il y a un problème qui fait que ça casse le mythe de la bande dessinée. Et l'essence intrinsèque de tous les persos et donc de la BD. Donc je sais pas si vous avez vraiment, moi je vous jure, et ça a été une purge d'aller au bout.
Je me suis endormi 1000 fois devant. J'ai relancé les épisodes 1000 fois parce que je voulais être sûr de pas avoir loupé des scènes et tout. Ça m'a fatigué, ce truc. Voilà. À moi, je vous parle d'une autre série, encore une fois sur Netflix, qui va débuter le 23 avril. C'est Recalé, série Tout comique, m'affiche. série comique française de François Uzan, donc fort du succès de En place avec Zadie et de Lupin, que tout le monde a vu. Netflix lui redonne sa chance avec 8 épisodes qui suivront les déboires d'Eddie, un petit voyou, génie des maths, qui va faire un pacte avec la police pour éviter 7 ans de prison. Il va devoir intégrer un lycée en tant que prof de maths pour démasquer l'enfant d'un criminel qui étudie. Donc, c'est le genre de situation comédie très classique, mais qui peut être pas mal. François Uzan, il arrive aussi à réaliser des trucs super sympas. Hein. C'est toujours très bien ce qu'il fait, c'est toujours bien foutu. Ouais. Cominet qui est très drôle. Sinon, pour moi, alors j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais pas les dire parce que ce serait trop long. Mais oui, c'est un très bon réalisateur Netflix. Ouais, c'est ça. D'où le fait que Netflix lui donne les clés, quoi. Et vous verrez d'ailleurs, si vous regardez, sur toutes les plateformes, vous avez comme ça, par exemple sur Paramount+, c'est Sheridan. Sheridan réalise tout, ou est showrunner de tout. Et donc, ces plateformes ont besoin, effectivement, d'avoir 2-3 jeunes Favreau sur Disney, 2-3 mecs qui font tout. Et ça, pour moi, c'est un problème. Voilà. Ça peut être un problème, effectivement. Donc, Cominec, le comique ici, trouve son premier rôle. Enfin, son premier grand rôle. Vous savez, c'est le comique pas très connu finalement, mais connu parce qu'il bouillave Florence Foresti. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais moi, ce mec, je l'aime bien, je le trouve. À chaque fois que je l'ai vu en plateau, il est marrant, il est intelligent. Il a une bonne gueule en plus, on va pas se mentir. Il a beaucoup de second degré sur lui-même et tout, c'est très très drôle. Et il est entouré par Laurence Arnay, qui avait commencé également sur les planches et qui est une habituée des comédies françaises. Et également Leslie Medina, qui est, elle, plus habituée des comédies policières. Donc, bien, ça, voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup le genre comédie de situation. Et Uzan, qui est scénariste également sur la série. D'accord. Et réal et scénariste. Lui aussi, il réussit toujours bien ses scénarios, c'est toujours bien ficelé, quoi. C'est bien foutu. Il travaille. Il travaille. Ouais, c'est de la bonne série. Et donc, certainement que je regarderai encore une fois cette nouvelle série. Recalé donc sur Netflix le 23 avril. On va passer, pour moi, alors au dernier film. Alors, je vous avouerai que je n'avais pas de troisième truc. Et je suis retombé sur quelque chose que j'avais vu précédemment, qui s'appelle You Are the Universe, qui est donc un film ukrainien réalisé par Pavlo Ostrikov. Je suis désolé si j'écorne le truc. Et donc c'est hyper intéressant. Donc c'est un film ukrainien de 2024. N'ayez pas peur, hein. Quand on dit ukrainien, c'est pas un gros mot. Hein. Ouais, faut regarder des films de temps en temps qui viennent d'ailleurs des États-Unis ou la France. Je peux pas vraiment vous raconter l'histoire parce qu'il y a un moment dans le film qui est très important et que je peux pas vous révéler. Mais c'est un film sur l'espace. En gros, on est dans une légère dystopie où on a trouvé le moyen de se débarrasser de tous nos déchets nucléaires en les envoyant en orbite sur un des satellites de Saturne, je crois. Bref. Et donc, t'as des chauffeurs routiers de l'espace, quoi. En fait, en gros, qui partent avec des vaisseaux, seuls, pour 4 ans, 2 ans aller, 2 ans retour, pour balancer comme ça des containers pleins de déchets radioactifs en orbite dans la galaxie lointaine. Et donc, toute la première partie du film, c'est un truc assez classique qu'on a déjà vu dans plein d'autres films sur l'espace. C'est un peu la solitude face à l'espace. Et puis, il y a cet événement, et où là, ça part dans un truc beaucoup plus poétique, onirique, qui, moi, m'a fait beaucoup penser à Her, ce film où donc le personnage tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Donc, quelque chose dont tu ne sais pas si elle est réelle, si elle existe vraiment, en tout cas que tu vois pas, que tu sens pas, etc. Et voilà, le film est très poétique. On sent, encore une fois, qu'il a été fait avec, à mon avis, 150 roubles. Et pour 150 roubles, je peux vous dire que y a des mecs à qui on donne des millions qui feraient pas le quart du tiers de ce que ce film réussit à provoquer.
Et puis voilà, comme je sais pas, j'ai l'impression que avec tout ce qui se passe dans certaines autres parties du monde, on parle plus du tout de l'Ukraine. Euh, Bah voilà, j'avais envie de parler de ce film, sachant qu'il y a en plus, on peut voir, en tout cas au niveau des artistes, peut-être la petite résonance de notre pays, puisqu'il y a un vrai gros clin d'œil à la France à un moment du film. Et donc voilà. Donc je l'ai revu, moi, là, cet après-midi. Et déjà, quand je l'avais vu la première fois, je m'étais dit, putain, c'est quand même vachement... Enfin, c'est pas mal. Il y a beaucoup de défauts, mais c'est pas mal du tout. Et donc, comme j'avais pas de troisième truc, je me suis dit, C'est très bien. je vais vous le recommander. Bah ouais, carrément. Donc, je rappelle, ça s'appelle You Are the Universe, réalisé et écrit par Pavlo Ostrikov, avec, alors, excusez-moi, Volodymyr Krashkov, Daria Flakti et Alexia Depiquer. Voilà. Et moi, je termine avec un projet Netflix. Donc, c'est François Richer qui... Je vais pas en parler. Il se lance Et dans la... Mérine, il y aurait, parce que je le prononce à la, parce comme que j'ai il pas faut envie prononcer. j'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film. Enfin, sur ces Ces deux deux films. Donc, il se penche sur l'adaptation de la vie de Quasimodo, donc une adaptation fantasmée parce que le personnage n'existe pas. Mais là, on prend un personnage d'un roman, le roman de Victor Hugo, et on va travailler ce personnage pour en faire un film. Donc, il s'agira d'une fiction sur la vie du personnage à l'aube de la Révolution de Juillet à Paris. Mhm. Et dans le rôle principal, on aura Vincent Cassel, Boum, Et- visuel. éternel partenaire de Richer sur quatre films. Hein, je crois qu'il Genre, a fait petit ensemble. aparté, pardon, là, quand je vois le visuel que je viens de vous balancer, je suis quasiment certain que c'est de l'IA, mais bon. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est le seul visuel qu'on a trouvé, donc Vincent Cassel en Quasimodo. Modo. Il y aura également Karim Leclou, pardon. Karim Leclou, alors vous connaissez son visage forcément. Son nom peut-être moins. Si, mais on l'a vu dans... Enfin, il est passé très très proche. Il a eu un César d'ailleurs. Oui, il a eu, c'est ça. Ouais. Mais quand vous voyez son acteur visage, exceptionnel. voilà, très très grand acteur. Exceptionnel. Et Daphné Patakia, qui Comment il s'appelle le film du fils je l'ai plus. Gavras, Romain Gavras, Oui, c'est ça. où il y a aussi... là vraiment ça fait Alzheimer Ouais, précoce. bah, Ouais. écoute, des fois, faut pas chercher. Isabelle Adjani, Oui. voilà. Voilà. Et c'est le Il rôle est dedans, principal. exactement. Enfin bref, ce comédien est incroyable. J'adore ce comédien. Je ferai un truc un jour sur lui. Donc les deux derniers films de Richer qui étaient, c'était pas des chefs-d'œuvre, donc on en a parlé, les derniers qui étaient sortis, que ce soit film ciné, film télé. Mais par contre, il est super bon dans la reconstitution. Donc on l'avait vu dans Mérine, c'était très très fort. Ouais. Dans Les Misérables, les reconstitutions aussi étaient très très bien foutues. Donc on va patienter parce que ça ne sort que le 7 octobre. C'est pas mon habitude de balancer des infos sur des choses qui sortent dans très très longtemps parce que du coup là j'ai pas d'image. Mais Si, on a cette image. alors, cette image d'IA, Je vous jure, c'est... mais là j'ai pas de Ça bande-annonce et tout. pue l'IA de ouf. Donc là c'est juste sur les noms des personnages et des acteurs qui vont, enfin sur l'histoire, les acteurs, le réel, c'est ça qui m'a un peu hypé. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc c'est à suivre. Dès que j'ai de nouvelles informations, j'en parlerai peut-être encore sur un prochain Popcorn Bucket. Et ben voilà, on a fini. Moi, j'y crois pas. Enfin, moi, Richer, ça fait longtemps que j'ai Tu crois décroché. plus? Non, si. En fait, c'est un très bon réalisateur, mais il veut toujours, il veut toujours faire des chefs-d'œuvre. Et en fait, toutes les histoires sont pas propices à des chefs-d'œuvre. Enfin bref, je le trouve prétentieux en fait. Voilà. C'est horrible ce que je viens de dire. Bah voilà, c'est fini. On n'a rien d'autre à vous dire. Alors bonne soirée à tous. Bonne soirée. On se retrouve lundi parce bientôt. que je l'ai tourné, donc je vais la monter. Donc il y aura effectivement The Truman Show. Ce qui est intéressant après la mort de Loana et le fait d'avoir parlé aussi j'allais dire de Netflix. non, Je suis trop dedans là. Non. de The Social Network. J'arrive pas à dire le nom de cette Le Social The Network. Social Network. On va continuer
une petite exploration de ces films qui nous ont un petit peu prédit, sachant que c'est pas du tout de la dystopie, hein, The Truman Show, Non, pas du tout. mais qui nous avait prédit un peu ce qu'allait devenir peut-être nos vies. Exactement.